Ce soir, en cette journée nationale des peuples autochtones, Ottawa dévoile son plan pour mettre en œuvre la loi sur la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Le ministre de la Justice, David Lametti, est avec nous. Le premier ministre Trudeau pourrait remanier son cabinet dès cet été. Qui seraient les gagnants et les perdants? On fait le point avec notre panel de journalistes. Et adoption de la nouvelle loi sur les langues officielles, est-ce suffisant pour avoir un réel impact sur le terrain? Le commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge, répond à nos questions. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. En cette journée nationale des peuples autochtones, on a procédé à une levée de drapeaux ce matin sur la colline du Parlement à Ottawa. La gouverneure générale, Mary Simon, a participé à cette cérémonie dédiée à la mémoire des milliers d'enfants qui ont été envoyés dans les pensionnats autochtones au Canada et à leurs familles. Le gouvernement Trudeau a aussi profité de cette journée pour présenter son très attendu plan d'action sur la mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Voici le ministre Mark Miller. On parle d'un plan de match, on parle d'un pied d'égalité, finalement, pour les peuples autochtones qui se sont battus pour fort trop longtemps, pour faire prévaloir leurs droits des plus élémentaux, c'est-à-dire le droit d'autodétermination, le droit de s'affirmer en tant qu'une personne à entière égalité sous la Constitution, d'avoir des droits qui sont reconnus. Et sachez que le droit qui est nié pour une personne autochtone, c'est un droit qui est nié pour tous les peuples autochtones. Et j'en discute avec le ministre de la Justice, David Lametti. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. D'abord, vous dites que la mise en œuvre de la loi concernant la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, c'est quelque chose qui est très complexe. Pourquoi est-ce que ça représente un tel défi pour votre gouvernement? C'est vraiment un travail d'une génération. Donc, évidemment, il y a 2 ans, on a promulgué la loi. Dans la loi, donc en adoptant la déclaration dans la loi canadienne, mais en faisant une telle adoption, nous avons engagé de créer un plan d'action d'ici 2 ans. Donc, on l'a fait aujourd'hui, on l'annonce aujourd'hui. C'était beaucoup de travail. Et le plan d'action représente une feuille de route parce que c'est quelque chose, comme je viens de dire, c'est un travail d'une génération, ça va prendre du temps. Certaines mesures seront plus faciles que d'autres, mais on s'engage à entamer une route ensemble avec les peuples autochtones à travers le Canada, sans savoir le résultat. On va déterminer les résultats avec les peuples autochtones. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait dire oui, on va terminer dans 1 an, dans 2 ans. Ça va prendre du temps. Certaines mesures, oui. D'autres mesures vont prendre plus de temps. Vous allez noter que dans le document, nous avons des obligations, des fois de coopération, des fois de consultation, mais des fois plus intensivement de co-développer certaines mesures. Et donc, selon le cas, selon les circonstances, ça va changer le rythme et le degré d'engagement qu'on doit avoir avec les peuples autochtones. Ouais. Donc, c'est complexe, mais je crois que c'est une feuille de route remarquable pour la réconciliation. Ça a été développé, co-développé avec le leadership autochtone à travers le Canada dans ses diverses formes. Et donc, c'est quelque chose, je crois, duquel on pourrait être fier et qui pourrait servir comme une guide. Oui. Alors, vous dites, c'est complexe, ça va prendre du temps. Alors, on se demande quand on va pouvoir voir vos réalisations. Est-ce que vous vous êtes donné un échéancier? On doit, l'une des premières choses qu'on doit faire, encore une fois, avec le leadership autochtone, c'est de déterminer les priorités dans les mesures. Donc, il y a 181 mesures qu'on a identifiées avec les peuples autochtones, avec les ministres, les ministères, les départements à travers le Canada. Et on va identifier les priorités en utilisant des structures existantes. On a, pour donner un exemple, une structure bilatérale avec le leadership inuit. Et on vient de se rencontrer à Labrador.
on va employer la structure du mécanisme justement pour identifier les priorités et aussi pour s'assurer que le travail va bien, que le travail a été accompli, etc. Donc, on va le faire par étapes dans des cas différents avec les peuples autochtones, les Inuits, les Métis, selon leurs priorités, selon nos priorités. Donc, ça aussi, ça va être complexe, mais je peux vous assurer que nous sommes prêts à travailler avec le leader. On a une très bonne relation avec du leadership autochtone et je crois qu'il y a un degré de bonne foi et volonté justement pour réussir. Oui. Mais expliquez-nous comment ce que vous proposez aujourd'hui dans votre plan, ça va faire progresser de façon concrète, je dirais, la réconciliation avec les peuples autochtones. Est-ce que vous avez des exemples précis, concrets à nous donner? Oui, OK. Je viens de déposer une loi dans le Sénat, un projet de loi dans le Sénat, avec une clause non dérogatoire pour protéger les droits dans l'article 35 de la Constitution canadienne, les droits inhérents et les droits traités des peuples autochtones. Avec la déclaration, on va ajouter le fait que les lois, dans leur substance, doit accorder avec la déclaration. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire à l'interne avec une check-off, une forme d'évaluation de chaque projet de loi pour voir si c'est en accord avec la déclaration. C'est quelque chose qu'on a déjà commencé après la promulgation de la loi. Et donc, déjà, c'est quelque chose qu'on pourrait dire qu'on est en train d'accomplir un article dans le plan d'action. Oui. Donc, il faut arrimer la déclaration avec les lois canadiennes. À quel point ça va avoir un impact, justement, sur les lois canadiennes, votre plan d'action, selon vous? Je crois que déjà, ça a commencé à avoir un impact dans le sens que mes collègues, dans leur consultation, des fois leur co-développement des projets de loi avec les peuples autochtones, sont en train d'écouter et sont en train d'améliorer, modifier leurs projets de loi. Donc déjà, c'est là, c'est en train d'être fait. On voudrait continuer et régulariser le processus, justement, pour qu'on puisse avoir encore plus de succès. Donc, déjà, il y a un impact. Déjà, on a des exemples de consultations sur les projets qui n'étaient pas nécessairement si intenses avant la loi ou bien le plan d'action qu'on vient de dévoiler aujourd'hui. Oui. Sur l'autodétermination, maintenant, c'est une partie importante de la déclaration. On se rappelle, bon, il y avait eu des critiques contre le plan provisoire que vous aviez présenté au mois d'avril dernier. Entre autres, l'Assemblée des Premières Nations disait que votre plan ne tenait pas compte de ce droit des Autochtones à l'autodétermination. Qu'est-ce qui a été fait pour répondre à cette préoccupation? Bien, avant tout, on a eu beaucoup d'activités dans les 2 mois après la publication de l'ébauche. On a beaucoup travaillé avec le leadership, la personne responsable pour les Premières Nations, le chef régional Terry Teegee de la Colombie-Britannique, a beaucoup travaillé avec notre équipe. On a ajouté plus que 80 articles après l'ébauche. Donc, il y a 181 actuellement. Il y avait une centaine avant. Et puis, on accepte l'autodétermination comme l'un des buts de le partenariat qu'on voudrait vraiment améliorer avec les peuples autochtones. Et évidemment, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas accomplir demain, mais c'est quelque chose qu'on doit améliorer, on doit travailler là-dessus. On va, comme j'ai dit souvent, on va marcher ensemble avec les peuples autochtones pour la première fois dans notre histoire. En terminant, Monsieur le ministre, vous savez que le Québec et plusieurs provinces craignent que la mise en œuvre intégrale de la déclaration, ça vienne nuire à l'intégrité du territoire. Qu'est-ce que vous répondez à ces préoccupations du Québec, entre autres? Bien, la déclaration s'applique uniquement aux lois fédérales. Ceci dit, on voudrait encourager les provinces à
formellement ou informellement, commencer à mieux consulter, arrimer leurs propres lois aussi, mais c'est à eux de le faire. Je crois qu'on va créer un cercle vertueux, justement, en créant un sens de fiducie, un sens de confiance entre les gouvernements canadiens et le leadership autochtone. Je crois qu'on est en train de le faire. Et la Colombie-Britannique l'a déjà fait. Certaines provinces sont en train d'explorer les possibilités. D'autres sont en train d'améliorer leurs relations avec les peuples autochtones. Et je sais que Québec a pris les démarches là-dessus aussi. Donc, moi, je suis optimiste et je crois sincèrement que ça va être une journée positive dans les relations entre les Canadiens autochtones et non autochtones. Et je crois sincèrement qu'on va de l'avant dans une bonne manière et je crois que ça va améliorer notre pays. On va se laisser sur cette note optimiste. David Lametti, ministre de la Justice, merci beaucoup. Merci de votre temps. Merci, Esther. Les rumeurs de remaniement ministériel au sein du gouvernement Trudeau se font de plus en plus intenses sur la colline du Parlement. Ça se ferait dans les prochaines semaines. Alors, pour en discuter, pour savoir à quoi on peut raisonnablement s'attendre, je retrouve les journalistes Joël Denis Bellavance, chef du bureau parlementaire de la presse, Althia Raj, chroniqueur politique au Toronto Star, et Catherine Lévesque, qui est correspondante parlementaire au National Post. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Joël Denis, je commence avec vous. Bon, on semble prendre pour acquis qu'il va y avoir un remaniement ministériel cet été. En fait, selon plusieurs, la question, c'est pas de savoir s'il va y en avoir un, mais quand il va y en avoir un. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, je vous avance un mois tout de moins, en juillet. Je pense que ça va avoir lieu en juillet. Pourquoi? Parce qu'il y a une retraite du cabinet qui est prévue à l'île du Prince-Édouard le 22 août. Une retraite du cabinet qui doit servir à préparer la session parlementaire, la rentrée parlementaire de septembre. Donc, M. Trudeau va vouloir avoir son cabinet, son nouveau cabinet en poste avant la retraite du cabinet pour que les ministres puissent se préparer adéquatement pendant l'été. Donc, normalement, moi, je pense que mi-juillet, on devrait être fixé sur le moment de ce remaniement ministériel. Et vous avez raison de dire, il est inévitable. On va être à peu près à mi-mandat de ce deuxième mandat minoritaire du gouvernement Trudeau. Et je pense que le moment est choisi, propice pour redonner un peu d'élan à ce gouvernement. Oui, Catherine, inévitable? Je crois que oui. Je crois que le gouvernement doit donner un coup de barre à son équipe. Bon, disons qu'il y a des joueurs qui sont moins bons, donc il faut les tasser. Il faut aussi, en fait, avoir les conversations sérieuses, à savoir qui va se représenter aux prochaines élections et puis à qui est-ce qu'on pourrait donner ces places-là finalement? Parce que vraiment, le gouvernement doit s'entourer de l'équipe qui va la suivre jusqu'aux prochaines élections et doit avoir ses joueurs clés, ses étoiles montantes. C'est vraiment le temps de les mettre en valeur, d'avoir les meilleurs communicateurs pour répondre aux conservateurs. Donc, vraiment, je crois qu'il faut que quelque chose se passe actuellement. Il faut donner un coup de barre. Je ne sais pas si ce serait une prorogation, mais certainement, il y aurait là, un remaniement ministériel cet été. Alors, allons-y avec les spéculations. On parle beaucoup de Marco Mendicino qui serait sorti du cabinet. Althia, qu'est-ce que vous en pensez? C'est toujours délicat, évidemment, pas de rétrogradation, mais de sortir quelqu'un carrément, Je ministre. pense pas qu'il va... On veut le faire sortir complètement. Je pense qu'on veut lui donner une démotion. Je serais surprise. Il y en a juste quelques-uns d'Italiens de l'Ontario. M. Mendicino a utilisé ça comme argument pour rentrer au cabinet. Mais je pense que oui, ils doivent lui trouver une autre position. Simplement pour passer le message aux autres ministres, franchement, que si vous faites une mauvaise job, il y a des conséquences. D'autres noms, peut-être, on donne Elena, je ne sais même pas comment Jaczek, qui est la ministre pour l'approvisionnement, c'est ça qu'on dit? Oui, Public Works. Bon, la raison que je ne sais pas son nom, semble qu'elle ne fait pas un très bon job. Il y a d'autres ministres que leurs collègues nous disent c'est des joueurs un peu moins performants, mais là, on ajoute si c'est une femme, d'où ils viennent, puis là, ça vient jouer un peu dans la donne. Comme Joyce Murray, pas une des plus fortes ministres. Il n'y a pas beaucoup de femmes sur la côte ouest. Carla Qualtrough est déjà ministre.
Si on tasse, si on la tasse, on la remplace par qui? Pas évident. Alors, probablement qu'elle va rester. Ouais, Joël Denis, qu'est-ce que vous entendez? C'est entendez? un jeu d'échecs ou un jeu Tetris. On tasse quelqu'un, il faut s'assurer que la personne qui la remplace aussi respecte un peu les critères pour être admis au cabinet, c'est-à-dire il y a des critères importants, régionaux, représentants régionaux, parité homme-femme, aussi les questions des communautés, diverses communautés qui forment le pays. Donc, évidemment, moi, j'ai entendu le nom de Joyce Murray. Le premier ministre et son équipe vont faire le tour de l'ensemble des ministres du cabinet pour savoir quels parmi eux ne prévoient pas à être sur les rangs aux prochaines élections. Donc ça, c'est un critère important. Moi, j'en vois quelques-uns qui pourraient peut-être songer à la retraite. Bill Bryce en est un. Oui. Joyce Murray, en est un autre. Probablement aussi Philema Tassi, parce que son mari a des problèmes de santé et elle a déjà demandé à être relevée de certaines fonctions pour pouvoir passer plus de temps en famille. Donc, c'est une possibilité aussi. Évidemment, seul le premier ministre et son entourage ont les réponses à ce sujet. Et j'aime bien une déclaration d'un stratège libéral qui m'a rappelé récemment lorsque j'ai écrit là-dessus, il dit « Ceux qui parlent ne le savent pas. Ceux qui parlent pas savent tout. » Donc, ceux qui spéculent au sujet du cabinet, comme on le fait, on ne sait pas encore comment ça va tomber, mais on peut quand même s'amuser à ce jeu parce que ça va faire partie, je pense, des priorités de M. Trudeau de remanier ce cabinet cet été. Oui. Jacques Parizeau disait ça souvent aussi du côté de Québec. Ah oui, bon, voilà. Oui. Catherine, est-ce que vous avez d'autres noms, d'autres rumeurs, d'autres spéculations? J'ajouterais peut-être Lawrence McCauley aussi, qui bon, ça se pourrait. Ça fait quand même longtemps qu'il est au cabinet. Mais il est assez âgé. Oui, donc, mais bon, peut-être qu'on voudra laisser la place à quelqu'un de plus jeune, c'est à voir. Moi, la personne que je vais surveiller, c'est Chrystia Freeland. Je pense que, bon, ministre des Finances, évidemment, mais en même temps, elle a été quand même un boulet sur le plan de la communication ces derniers temps, avec certains commentaires comme, bon, des Disney+, là, qu'elle avait cancellé pour sauver des frais, pour lutter contre le coût de la vie. Et je trouve ça un peu bizarre ces jours-ci. On dirait qu'elle est beaucoup dans sa circonscription. Elle fait ses petites affaires de son côté. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire nécessairement. Il paraît que, oui, elle se représente. Elle a déjà soumis ses papiers de nomination, mais voilà, il y a des rumeurs qu'elle regarderait peut-être autre chose, qu'elle ouvrirait l'œil peut-être pour quelque chose à l'étranger. Donc, à voir si elle restera aux finances, si elle est toujours là, la vice-première ministre, mais certainement, c'est la personne que je vais surveiller. Je pense que c'est la plus... Oui, je trouve que Catherine met le doigt sur quelque chose d'intéressant, c'est qu'en tant que ministre des Finances, doit être beaucoup plus présente que Mme Freeland l'est en ce moment. On vit une crise du coût de la vie et j'ai comme l'impression que Mme Freeland est plus en retrait, alors que Randy Boissonneau, par exemple, c'est lui qui va beaucoup au front à la Chambre des communes pour défendre les politiques du gouvernement. Effectivement, la job, il est ministre associé aux finances, mais effectivement, la job que devrait faire Mme Freeland va être beaucoup plus présente. Je me réfère à d'autres époques historiques. Jim Flaherty, durant la crise de 2008-2009, il était très présent, communiquait les politiques du gouvernement avec beaucoup de conviction et ça a rapporté des dividendes au gouvernement. Ça lui a donné une crédibilité. À ce moment-ci, même des stratèges libéraux et des ministres libéraux reconnaissent qu'il y a un coup de barre à donner du côté des communications pour ce qui est des finances publiques. Et donc, c'est intéressant, mais je ne crois pas qu'elle va perdre son poste, à moins que Mme Freeland, comme l'a mentionné Catherine, soit intéressée par un poste à l'étranger. Le poste secrétaire général de l'OTAN va être ouvert sous peu. Est-ce qu'elle est toujours... elle a pas, les chances sont plutôt minces que le Canada obtienne ce poste, mais n'empêche. Pour ceux qui pourraient rentrer dans le cabinet maintenant, on entend le nom de Anna Guéné qui a été élue lundi soir au Québec. Ce que j'entends, moi, c'est qu'on va attendre qu'elle prenne de l'expérience, un peu plus de maturité politique, si je peux dire, en tant que députée de Notre-Dame-de-Grâce, Westmount, et qu'il y a déjà beaucoup de gens de talent qui attendent. On me mentionnait à l'oreille Arif Virani, député de la région de Toronto. On le reçoit souvent à l'émission. Oui, puis qui est bilingue, donc qui pourrait être totalement bilingue. Très bon. On me dit aussi que Mark Holland pourrait peut-être occuper le poste de ministre de la Sécurité publique à la place de Marco Mendicino, parce qu'il a déjà été secrétaire parlementaire de M. Mendicino. Donc, ce serait une pièce qui pourrait facilement tomber dans ce casse-tête qui est de remanier le cabinet. Mais les nouveaux élus de lundi, je pense qu'ils vont devoir un peu ronger leurs freins sur les bancs. Il y en a beaucoup qui attendent et qui, je pense, accepteraient mal de se voir. Althia, justement, est-ce qu'il y a d'autres noms qui pourraient rentrer, d'autres personnes qui pourraient rentrer dans le cabinet? Catherine a mis le doigt dessus, mais moi, je le vois un petit peu différemment. Je pense que ça fait un an qu'il y a des rumeurs que Chrystia Freeland elle cherche un autre travail.
Si elle décide de quitter, je ne pense pas que le gouvernement va lui montrer la porte pour aucune raison de sa performance au ministère des Finances. Mais si elle décide de quitter, là, on a un remaniement beaucoup plus gros que ce qu'on envisionne à l'instant. Moi, je dirais que les gens qui sont prêts pour une promotion, Sean Fraser, Solide ministre, oui, je suis d'accord. la ministre Gould aussi, c'est une très bonne performante. Ça ne me surprendrait pas du tout de voir que Ahmed Hussein change de ministère parce que le ministère de l'Habitation, c'est très important pour le gouvernement. M. Trudeau en a parlé. C'est un enjeu hyper politique avec les conservateurs. On ne l'a pas mentionné en première ronde, là, mais M. Hussein n'est pas le meilleur communicateur. Ça se pourrait que Anita Anand aille à la sécurité publique. Il me semble que c'est pas quelque chose qui l'intéresse, mais... Bien, justement, parce qu'il semble y avoir des intouchables, Mme Anand, Mélanie Joly, François-Philippe Champagne. Est-ce que ces gens-là pourraient bouger? Ah, je sais pas. Je trouve que M. Champagne fait un très bon travail comme ministre de l'Industrie. Puis bon, il est toujours sur son téléphone. Là, il y a des ententes, tout ça. Alors, je trouve qu'en ce moment, ils sont bien... Bien, je trouve que ces trois-là, ils sont assez occupés, ils ont assez de choses à faire dans leur portfolio actuel. Mais c'est vrai que Mme Anand, a la réputation de régler des choses. Hein. Là où il y a des portfolios difficiles, là, justement, comme elle est allée au ministère de la Défense, là, peut-être à la sécurité publique, peut-être qu'elle voudra faire le ménage et régler des dossiers. Donc, les réponses à tout ça, quelque part au mois de juillet, Joël Denis. Oui. Alors, on aura l'occasion de s'en parler peut-être à la reprise au mois de septembre. Joël Denis, Althia, Catherine, vraiment, je vous souhaite un très bel été. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous au cours de cette session parlementaire. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Est-ce que le Canada entreprend un nouveau chapitre de l'histoire des langues officielles? Le commissaire Raymond Théberge pense que oui. Je vous rappelle que la réforme de la loi sur les langues officielles a finalement reçu la sanction royale mardi après-midi. Alors, j'en discute avec Raymond Théberge, qui est commissaire aux langues officielles. Bonsoir, M. Théberge. Bonsoir. Donc, vous êtes optimiste face à cette réforme, mais est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'à partir de maintenant, vous avez les moyens nécessaires pour faire respecter la loi sur les langues officielles, je dirais de façon efficace? Eh bien, à compter d'aujourd'hui, je suis confiant que j'ai à ma disposition un ensemble d'outils qui vont me permettre d'assurer une meilleure conformité de la loi sur les langues officielles. Ces mécanismes de conformité dépassent largement ce que j'ai présentement à ma disposition et s'ajoute à ceci aussi une meilleure gouvernance de la part des langues officielles. Le Conseil du Trésor a un rôle important à jouer dans la mise en œuvre de la loi sur les langues officielles. Donc, c'est un cadre intéressant pour l'évolution des langues officielles au Canada et c'est certainement une avancée à ce qu'on a présentement comme loi. Bon, vous dites que vous avez des nouveaux outils. Parmi ces nouveaux outils, vous allez avoir le pouvoir de sanctionner les institutions fédérales fautives jusqu'à 25 000 $, en plus d'émettre des ordonnances. Quand pensez-vous commencer à agir avec vos nouveaux outils, justement? Eh bien, il y a certains outils qu'on peut utiliser tout de suite. Ils sont en vigueur dès la sanction royale. À titre d'exemple, les ententes de conformité, on peut conclure des ententes de conformité avec les institutions fédérales. On peut faire de la médiation. On peut publier les sommaires de nos enquêtes. On peut émettre des ordonnances. Pour ce qui est des sanctions administratives pécuniaires, ça, c'est pas précisé maintenant. On doit attendre un décret et par la suite un règlement pour préciser quelles institutions fédérales sont assujetties aux sanctions administratives pécuniaires. Ça sera surtout dans le domaine du public voyageur, à ce qu'on me dit, mais ceci pourrait prendre un certain temps. Donc, pour l'instant, les nouveaux pouvoirs que je peux utiliser c'est les ententes de conformité, les ordonnances, le pouvoir discrétionnaire d'enquêter ou de ne pas enquêter, de publier des sommaires et la médiation.
Oui. Et pour prendre l'exemple d'Air Canada, là, qui a tant fait les manchettes, croyez-vous qu'on va voir une diminution des plaintes contre le transporteur dans un avenir rapproché? Bien, je le souhaite, mais on pourra voir si on peut utiliser aussi les autres outils avant d'arriver à utiliser des sanctions administratives pécuniaires. Je pense que les ententes de conformité, c'est un outil intéressant pour utiliser avec des institutions fédérales qui ont des défis récurrents avec la loi sur les langues officielles. Oui. On sait que la mise en application de la loi, c'est-à-dire les règlements pour appliquer donc cette loi, vont être connus seulement dans 2 ans. Est-ce que ça va avoir un impact sur votre travail concrètement? Oui, parce que pour certains éléments ou certaines parties de la loi, sans ces règlements, on ne peut pas l'appliquer parce que le règlement nous dit comment appliquer cette partie de la loi. Par exemple, lorsqu'on parle de la partie 7 de la loi, on doit attendre un certain règlement autour le contexte de l'immigration francophone. Donc, ceci pourrait ralentir le travail dans ce domaine-là. Cependant, on a suffisamment de travail en ce moment pour s'organiser et se structurer pour faire la mise des pouvoirs qu'on peut utiliser tout de suite et aussi le travail de promotion qu'on doit faire auprès des institutions fédérales pour les sensibiliser à leurs nouvelles obligations. Oui, mais quand même, est-ce que ce délai de 2 ans, c'est trop long selon vous? Moi, j'aurais préféré un délai beaucoup plus court, mais le développement des règlements, c'est toujours un exercice qui prend du temps, mais on va y participer activement pour s'assurer qu'on développe les meilleurs règlements possibles. Oui. Je vais terminer là-dessus. Vous avez reconnu que cette réforme, évidemment, inquiète les anglophones du Québec. Vous dites qu'il va falloir surveiller de façon étroite les impacts de ces 13 en ayant des indicateurs précis. Est-ce que vous êtes inquiet de l'impact sur les anglophones du Québec, justement? Eh bien, moi je comprends leur préoccupation. Pour ce qui est de l'impact possible, à ce moment ici, à mon avis, c'est beaucoup de la spéculation. C'est pour cette raison qu'on doit, à mon avis, faire une vigie sur l'impact de la loi sur les communautés, parce que d'ici 10 ans, on aura l'occasion de revoir la loi et d'apporter des correctifs si nécessaire. Mais présentement, il est très difficile de préciser quel sera l'impact précis sur la communauté anglophone au Québec. Donc, avant de se prononcer, essayons d'identifier effectivement les impacts sur la communauté. Oui, parce que vous parlez d'indicateurs précis pour surveiller les impacts, justement. Ça pourrait ressembler à quoi concrètement? Ça pourrait ressembler, par exemple, au niveau du nombre de plaintes qu'on reçoit, au niveau d'accès à l'éducation, au niveau de l'accès aux services en santé, par exemple. Et la loi sur les langues officielles traite des institutions fédérales. Donc, il faut s'entendre que souvent les préoccupations tournent autour de ce qui se passe avec la loi provinciale. Donc, nous, on va s'assurer de mesurer l'impact de la loi fédérale. Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles. On aura certainement l'occasion de s'en reparler au mois de septembre. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 21 juin sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.